rappelle le sujet. Quelle éducation, quels apprentissages aujourd'hui pour les jeunes qui seront dans nos entreprises demain ? Évidemment, on aime nos salariés, si on est là en tout cas, j'espère que c'est le cas. Et finalement, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut aimer nos salariés si on ne les comprend pas ? Et la question, elle se pose particulièrement pour les plus jeunes générations. Aujourd'hui, ben voilà, moi j'ai 40 ans et je suis déjà peut-être un vieux con parce qu'effectivement, les jeunes que j'intègre dans mon entreprise, parfois on ne se comprend pas. Donc l'idée, c'est évidemment de mieux comprendre qui sont ces jeunes, comment mieux les accueillir dans nos entreprises, que ce soit dans le cadre d'une alternance, de collaboration ponctuelle ou de CDI, et puis comment bâtir le monde de demain. Et pour ça, évidemment, il faut qu'on arrive aussi à comprendre quels sont les apprentissages, quelle est l'éducation qu'ils suivent pour ensuite pouvoir mieux correspondre au sein de nos organisations. Vous allez pouvoir vous asseoir, rassurez-vous, vous n'allez pas rester debout pendant 1 heure. On a différents intervenants autour de la table. Ce qu'on va faire, il y a un micro pour vous tous et un pour moi. Donc vous allez, Bertrand, si tu peux donner le micro, on va démarrer de l'autre côté. Et pour qu'on puisse faire connaissance, déjà, chacun en 30 secondes se présente auprès de la salle. Allez-y. Bonjour, je suis Estelle Luxé, donc je représente le campus Montessori à Mios sur le bassin d'Arcachon. Donc je suis présidente de l'association et directrice adjointe et j'enseigne les mathématiques. Et ton enfant. Bonjour, François Vega, je dirige le collège L'Estenac, un collège privé sur la rive droite de Bordeaux, un collège un petit peu pilote sur les compétences du 21e siècle, qui fonctionne assez bien. Je suis administrateur national d'une organisation qui s'apparenterait un petit peu au MEDEF des chefs d'établissement du privé, qui s'appelle le SNED, en charge de la pédagogie et particulièrement donc, de tout ce qui est donc, compétences futures. Et je suis ici aussi pour présenter éventuellement donc, un campus qui s'appelle Campus Colagora, qui est une vision de l'éducation de demain. Bertrand Blancheton, je me suis présenté tout à l'heure comme le président de TISD. Je suis aussi doyen de la faculté d'économie, gestion et ES et j'essaierai de vous parler des préoccupations des jeunes de 18 à 23 ans. Et voilà les compétences qu'on tente de leur transmettre. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Geoffrey Klein. Je suis alternant avec MySkills, donc je prépare une formation en master en Product Management. Et je suis avec MySkills dans le cadre d'une application de formation micro-learning aux soft skills. Donc je vais vous parler un petit peu de soft skills, on va essayer de parler, de dégrossir un petit peu tout ça, tous ces mots barbares. Et puis je vais aussi vous parler de tout ce qui comporte d'être alternant aujourd'hui pour un jeune, plus ou moins. Voilà. Bonjour, du coup moi c'est Victoria, donc je suis une vraie jeune. Je dis pas que vous êtes vieux, hein, mais je suis très heureuse aujourd'hui de représenter cette génération justement en quête de sens. Donc j'ai 23 ans, je suis fraîchement diplômée et je suis la créatrice et animatrice du podcast Nouvel Oeil. Donc chaque semaine je vais interviewer une personne inspirante sur son parcours de vie pour apporter justement des prises de recul à ces jeunes. Et je suis donc, comme le disait Olivier, depuis 1 mois maintenant, l'auteur du livre « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » qui a été publié le 9 septembre. Voilà. Bonjour, je m'appelle Guillaume Larue, je travaille au rectorat. Je travaille plus précisément à la délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue, et non pas à la DAN. Alors, la DAN chez nous, c'est le numérique éducatif. Je n'ai ni les compétences ni l'expertise de mes collègues, donc par souci de respect pour eux, voilà, je précise que je suis à la formation professionnelle. Je vais essayer de partager avec vous des expériences que j'ai depuis une douzaine d'années sur le fait d'accueillir des jeunes qui sortent du système scolaire traditionnel pour entrer dans l'alternance, toujours au sein de l'éducation nationale. Et c'est au cours de ces différents échanges que j'ai pu avoir avec eux que je vais essayer de mieux les comprendre justement et de partager ça avec vous. Bonjour, également Guillaume, son frère jumeau, tous les deux chauves, même code. Expert en neurosciences, sciences cognitives, mon job consiste à comprendre un petit peu comment fonctionnent les boyaux de la tête et comment est-ce que, en tant qu'organisme vivant, on développe des stratégies d'adaptation dans nos environnements. Voilà. Ben, merci pour ce tour de table. Victoria, on va démarrer par vous. Vous nous avez intrigué avec votre bouquin. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école ? Peut-être avant de nous dire ce qu'on n'apprend pas à l'école, dites-nous quand même, vous qui êtes fraîchement diplômé, qu'est-ce que vous avez appris à l'école ? J'ai quand même eu la chance de faire donc 5 années d'études après le lycée.
Et j'ai appris surtout l'ouverture d'esprit. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de multiplier les expériences. Et donc ce que j'ai appris, c'est être polyvalente, je pense, parce qu'en école de commerce, donc mon cas est particulier, c'est une école de commerce, mais on nous apprend quand même à toucher à différents sujets, et c'est ça que je cherchais, moi, parce que fin du lycée, quand on m'a dit il faut que tu trouves ce que tu veux faire plus tard, il faut que tu fasses un choix, ça m'a fait hyper flipper, parce que je suis tellement curieuse de tout que ça me rendait triste que de devoir faire un choix. Donc l'école de commerce, c'était une façon peut-être de ne pas faire de choix, et j'ai eu la chance d'apprendre autant du management que de la comptabilité, que du management culturel, économie, etc. Et j'ai pu faire notamment un voyage de 2 mois en Inde, quand j'avais 18 ans. Et en fait, je suis partie dans les bidonvilles avec les enfants qui n'ont rien. Enfin, on dit qu'ils n'ont rien de matériel, mais humainement, je pense qu'ils sont bien plus riches que nous. Et en fait, c'est là que j'ai pris 10 claques, quoi, et que je suis rentrée en France et que je me suis dit, mais tout ce qu'on m'a appris à l'école, en fait, c'est quoi ? Enfin, depuis toute petite, on me dit que voilà, il faut courir vers le succès, avoir des beaux diplômes, des bonnes notes, trouver une belle entreprise, et puis quand on aura un beau salaire, une maison à 35 ans et un mari, on sera heureux. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ça, quoi ? Parce que ces enfants, ils n'ont rien et ils ont le sourire plus que nous en France. Et je suis rentrée en me posant mais 1001 questions sur finalement quel était le sens de tout ça, qu'est-ce que moi je voulais faire. Et c'est là que l'écriture a commencé. Donc j'ai écrit plus pour moi, pour débloquer tous ces nœuds au cerveau que j'étais en train de me faire et de dénouer. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, toutes ces choses-là que je suis en train de mettre à plat, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, que j'ai pas appris à l'école. Et que les jeunes auraient besoin d'entendre. Les jeunes et aussi les adultes, les profs, les parents. Et donc voilà. Alors sans nous faire un résumé du bouquin, mais au moins, quelles sont les principales idées qu'on y trouve ? Qu'est-ce que vous n'avez pas appris à l'école ? Quels sont vos regrets ? C'est pas des regrets, mais moi, ce que j'aurais aimé qu'on m'encourage à faire plus tôt, c'est vraiment à suivre mes rêves et à ne pas avoir peur d'échouer. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on nous met quand même dans une espèce de tuyau qui nous pousse à toujours être meilleur que notre voisin, à faire comme lui, mais à faire mieux. Et on a cette pression qui nous fait peur et qui nous empêche, je trouve, de cultiver qui on a en nous, personnellement, et ce qui nous plaît. Et je sais pas, quelqu'un qui aime la peinture ou la couture, on va lui dire c'est hyper instable, attends, on vit dans un monde très difficile aujourd'hui, tu trouveras pas. Et en fait, non, quoi. Enfin, je pense que si tout le monde est animé par ce qu'il fait, forcément il sera doué dans ce qu'il fait, donc il apportera quelque chose à la société, il sera heureux, donc voilà, ça rejoint, je pense, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais quand on est heureux, ça se ressent autour de nous, donc on impacte positivement aussi le monde. Et donc c'est toutes ces choses-là, j'aurais aimé qu'on m'encourage et qu'on nous encourage à le faire, parce que je voyais plein de jeunes aussi qui étaient tristes de se retrouver en finance, mais qui finalement le faisaient un peu par défaut, en se disant, dans tous les cas, voilà, faut trouver un métier, c'est comme ça, c'est la vie, donc on verra bien plus tard, quoi. Sauf qu'après, c'est des burn-out à 40 ans, parce qu'on se dit, voilà, j'ai suivi une route toute tracée, parce que c'est ce qu'on me disait de faire, mais en fait, non, enfin, j'ai aucun sens dans ce que je fais, moi je suis pas passionnée, et donc ouais, je pense qu'il faut encourager aussi la prise de risque, quoi, et pas avoir peur de faire des erreurs, parce que moi finalement dans mon parcours j'ai tenté 1001 choses, j'ai essayé de créer une entreprise, j'ai fait plein de trucs, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas abouti, et il y a aussi des choses que je ne pensais pas qui allaient autant fleurir, comme mon podcast, comme le livre, et qui finalement aujourd'hui me permettent moi d'être animée et de faire ce que je fais. Donc il faut pousser les jeunes à tenter plein de choses différentes, à risquer, à tomber, à se relever, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. C'est pas en restant sur le côté bien rangé en disant j'ai un peu peur donc je continue, on m'a dit de faire comme ça, voilà. Et c'est quoi finalement le manque de corrélation entre ce qu'attendent, je vais prendre les grands mains, le marché du travail, voilà, pour reprendre une expression, ou des employeurs de façon un peu plus concrète, et les jeunes qui sortent diplômés, mais selon vous avec peut-être des manques par rapport à ce qu'ils auraient pu apprendre. En quoi est-ce que ça colle pas finalement du coup ? Je pense que nous les jeunes aujourd'hui, on est, contrairement à nos parents qui prenaient un métier à la sortie des études et qui le gardaient toute leur vie, on a besoin de diversité en fait. Et alors je sais pas si c'est en lien avec les réseaux sociaux ou autre, mais on zappe beaucoup plus vite, on a besoin de changement et en fait on s'ennuie très vite. Et au bout de 2 ans, on peut vite avoir fait le tour de la question, de notre job, et on a envie de passer à autre chose. Et surtout, on est en quête de sens, j'ai l'impression. Donc on va pas faire pour faire, mais on va questionner ce qu'on fait et comprendre pourquoi on le fait, quel impact ça va avoir, et nous, comment ça peut nous animer.
contrairement à nos parents qui étaient peut-être plus dans cette idée de il faut gagner de l'argent, il faut la sécurité financière à tout prix, donc on fait et on se posera les questions plus tard. Et je suis consciente que c'est un privilège qu'on a aujourd'hui aussi de pouvoir se poser ces questions-là du sens. Mais il faut effectivement aussi que les entreprises prennent ce sujet à bras-le-corps parce qu'il est bien présent maintenant, quoi. S'ils veulent embaucher et garder leurs collaborateurs, ce que vous dites, c'est qu'ils n'auront pas le choix. C'est à eux de se mettre au diapason des attentes des nouveaux collaborateurs. Je pense parce que dans tous les cas, c'est vrai que nous les jeunes, on est un peu aussi en soif de liberté, donc quand ça nous plaît pas, de plus en plus on ose se séparer de ce qui nous bloque, quoi. C'est pas le cas pour tout le monde, mais de toute façon, on voit bien que ce système-là ne marche plus parce que tout est relié. Et les gens qui sont pas heureux aujourd'hui dans leur métier, ils vont aller plus consommer le week-end. Donc ça alimente un petit peu aussi ce modèle consumériste qui dégrade la planète. On le voit aujourd'hui, cette crise climatique, c'est quand même l'urgence la plus urgente, quoi. Et si nous, en tant que jeunes, on fait des choses qui nous plaisent, qu'on se détache petit à petit de gagner de l'argent, pour montrer qu'on en a plein nos armoires et faire des dîners mondains et dire à nos parents « Waouh, je travaille chez L'Oréal », si on veut plus de tout ça, derrière, c'est la société qu'on impacte tout entière. Donc je pense que plus qu'un problème d'entreprise et de comment intégrer les jeunes dans les entreprises, c'est un rapport au monde qui est en train de se changer, mais à tous les niveaux, quoi. De façon plus globale. Oui. Merci, on va demander à Estelle sur déjà la notion, je suis désolé, vous êtes loin, voilà. Et sur la question déjà du constat, ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous partagez ce qui venait de dire? Est-ce que vous avez le droit d'avoir des réserves, Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais complètement, parce qu'en fait, quand vous parlez de l'erreur, en fait, nous, on s'en sert d'un tremplin. On va dédramatiser les notes, par exemple, et ils ont le droit de recommencer, parce que le but, ce n'est pas qu'ils se prennent une note et qu'ils partent avec une banane, c'est vraiment que les notions soient ancrées. Donc quand c'est pas réussi, on reprend ce qui n'est pas compris jusqu'à ce que ce soit réussi pour l'ado, pour l'enfant. Donc totalement là-dessus. Ensuite, pour remettre du sens dans l'apprentissage, c'est primordial pour nous. Donc en fait, on va susciter la motivation par l'intérêt d'une application pratique de notions, de concepts, et surtout on va les préparer à la vie d'adulte, et qu'ils puissent tester un petit peu tout. Donc on va avoir des banquiers, on va avoir des managers en apiculture, on a une microéconomie, donc ils vont fabriquer des choses, les vendre. Quand ils ont vendu, ils vont racheter des poules, parce que comme ça, ils vont pouvoir vendre des œufs. Et puis, on a un grand terrain, donc il y avait du nettoyage à faire. Ils ont acheté des chèvres qui nettoient. Ils ont dû faire un abri pour les chèvres, donc il a fallu utiliser Thalès pour pouvoir faire cet abri avec le menuisier. Donc en fait, on ne va pas faire des maths pour faire des maths, on va faire des maths parce qu'on en a besoin. Et ils vont comprendre aussi tous les liens entre le français, les langues, la biologie, avec les animaux ou autres, et l'économie, et voilà, de faire ce lien en fait entre toutes les matières. Donc je reviens vraiment sur ce que vous proposez, parce qu'on veut vraiment préparer ces jeunes au monde de demain qu'on ne connaît pas. Donc plus ils auront fait des choses, plus ils auront testé, plus ils auront été dans plein de milieux, plus ils auront fait des erreurs, et plus ils seront prêts pour faire de leur vie ce qu'ils attendent. Alors, on entend beaucoup parler des écoles Montessori, mais expliquez-nous un peu plus précisément, concrètement, c'est destiné à qui et ça a vocation à former quel type d'enfants? D'accord, donc déjà Montessori, donc ça vient de Maria Montessori, qui était une des premières médecins italiennes, et qui avait une vision, qui était très visionnaire, et qui a fait une pédagogie adaptée aux différents stades des enfants, donc 3-6 ans, 6-12 ans, 12-15 ans et 15-18. Donc on a ces différentes ambiances, et c'est pour tout le monde, mais principalement pour tous ces jeunes et ces enfants qui ont envie de sens dans leur apprentissage. On a pas mal de matériel, parce qu'elle a créé du matériel, donc c'est pratique pour cet aspect concret et pour aller vers l'abstraction. Et surtout, l'adulte est un guide. Il est là vraiment pour permettre d'aller vers l'expérience et la recherche par soi-même, pour que finalement les choses s'ancrent. Vous avez un peu de recul maintenant sur les enfants qui sont sortis aussi de l'école? Alors nous on est tout jeunes quand même, parce qu'on a démarré il y a 3 ans, mais il y en a qui sont tout à fait qui sont sortis, et avec le sourire.
Et en ayant, et en ayant découvert plein de domaines. Au-delà du sourire, si on devait qualifier justement la différence entre un jeune qui est passé par une école Montessori, c'est pas de critiquer l'autre modèle, c'est de dire ce que vous proposez. Bien sûr. Déjà, la pédagogie est en 3 temps. C'est-à-dire que l'adulte est là pour faire une amorce, susciter l'envie et apporter des connaissances. Deuxième partie, c'est la recherche. Donc, il va analyser, s'entraîner, rechercher. Et la fin, c'est la restitution. Donc, nos jeunes, ils sont habitués à restituer tous les jours, sur des projets, sur une leçon. Donc, restituer, c'est pas facile quand on est de 3 jusqu'à 18 ans d'aller parler devant les autres sous n'importe quelle forme. Ça peut être un essai, ça peut être un PowerPoint, ça peut être une poésie, ça peut être en chanson, une pièce de théâtre. Donc à force de proposer et de s'exprimer vers les autres, ils ressortent avec cette richesse-là. Et au niveau communication, ça change la donne quand on arrive en entreprise. Si vous deviez nous valoriser votre coup de cœur du moment parmi toutes les actions qui sont menées dans votre établissement, là, en ce moment, là, tout de suite, là. Ouais, je vous prends au dépourvu, mais on a envie d'en savoir plus, en fait. Voilà, en ce moment, ils sont à fond skate, parce qu'on a dans notre... donc le directeur est un ex-champion de skate, et finalement, ils se sont aperçus qu'avec le skate, ils pouvaient en fabriquer, donc ils faisaient de la physique, de la vitesse, ils se font mal, donc on fait de la médecine aussi, enfin voilà. Mais ils ont vraiment envie de fabriquer des choses autour de ça, même si c'est un petit peu plus sportif, mais ils s'aperçoivent aussi qu'ils ont besoin de se dépenser, donc en ce moment, ouais, c'est... C'est la grande mode dans les cours de récré des primaires, les mini skateboards. Donc vous êtes voilà, c'est les grands, on a même des longboards. Ils vont tous débarquer chez vous, préparez-vous. Merci pour votre témoignage. Merci. Guillaume Larue, on va avoir le témoignage maintenant du point de vue de l'éducation nationale. Alors les thématiques qui sont abordées depuis tout à l'heure, évidemment, vous en êtes bien conscient à votre niveau. Comment est-ce que vous vous adaptez pour que les jeunes qui sortent soient aptes à entrer dans le monde du travail? Alors, c'était effectivement une réponse extrêmement complexe. Petite précision, je vais, plutôt que de parler au nom de l'institution, qui est l'éducation nationale, parler en mon nom à moi tout seul, ce qui est déjà pas si mal, et puis, sans me défausser, mais se dire qu'il y a un système de formation continue, de formation tout au long de la vie, qui permet justement, à l'éducation nationale et ailleurs, de venir corriger certaines lacunes, on va dire ça comme ça, du système de formation initiale. Et il y a un point que je trouve absolument fondamental et qui était le point que je souhaitais aborder justement avec vous aujourd'hui et qui vient d'être dit, c'est les jeunes aujourd'hui, comment voient-ils le monde de l'entreprise, comment s'insèrent-ils dans des organisations professionnelles, la liberté, l'envie de choisir, de renoncer, de changer. Et ça, c'est finalement tout l'inverse du carcan qui a été précisé, défini, et qu'offre malheureusement le système de formation initiale. Pas là pour faire la critique de l'institution pour laquelle je travaille, le sujet serait trop vaste. Et c'est exactement ce que moi j'ai pu constater en discutant avec des jeunes qui ont un pied dans le système de formation initiale dans les lycées et un pied dans le monde de l'entreprise lorsqu'ils sont en alternance. Et ce qui m'a absolument, alors pas choqué, c'est pas le bon mot, mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que finalement j'ai 45 ans, il y a 25 ans, ma façon à moi de considérer l'entreprise est radicalement différente de la leur aujourd'hui. Et typiquement, le salaire, un CDI versus la qualité de vie au travail, le choix de vie, la capacité à évoluer, à faire d'autres choses que rentrer dans une entreprise et y faire toute sa carrière, c'est absolument prégnant. Je suis absolument heureux que du coup ça ait été dit par quelqu'un qui sort du système de formation initiale juste avant moi, parce que c'est pas une réflexion de quelqu'un qui a 45 ans, non, c'est une réflexion de quelqu'un qui l'a partagée. Alors, pour étayer un tout petit peu mon propos, j'avais relevé deux choses que je trouve assez flagrantes également. Alors, très récemment, mon côté un peu scolaire, mais j'ai toujours besoin d'un peu d'écrit, c'est de se dire... petite étude de The Conversation, donc un site internet qui réunit à la fois des universitaires et des personnes, des professionnels, excellent site au demeurant, qui fait paraître une petite étude sur les leviers de motivation
que portent les jeunes quand ils rentrent dans l'entreprise. En premier, l'esprit d'équipe. En second, la possibilité d'évoluer. Ensuite, la possibilité de développer ses compétences. Donc là, c'est ça rejoint l'idée de la diversité. La mobilité à l'international. Et en cinquième, le salaire. Bon, pas moi, il y a 25 ans. Je crois que je n'avais pas exactement les mêmes priorités, mais j'ai peut-être un cas particulier. Et autre chose également que je trouve important de partager, sans assommer l'assemblée de chiffres, mais de se dire que grâce à une étude du CEREC, donc ce centre d'études sur la relation entre l'emploi et les qualifications, qui, sur les 25 dernières années, 1994-2019, montre à quel point le taux de qualification de la population active a progressé, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus diplômés, on sort avec un niveau d'études de plus en plus élevé dans la population, alors qu'en même temps, la progression de la qualification des emplois n'a pas du tout progressé de la même façon. Pas beaucoup de chiffres, hein, mais juste un qui me semble important, c'est de se dire, par exemple pour les gens qui sortent master, école d'ingénieur, grandes écoles, donc a priori appelés à exercer un métier de cadre dirigeant, cadre supérieur. La population active a augmenté, diplômée avec ce type de qualification-là, de 16%, là où l'emploi cadre a progressé de 7%. Donc manifestement, pour une grande partie d'entre eux, en premier emploi, eh bien, ça ne correspondra pas. Ça ne correspondra pas. Ça veut donc dire que pour l'entreprise, il y a un malentendu. Forcément, il y a un malentendu. La question est, comment on fait pour corriger ça? Il me semble, alors j'ai aucune solution toute faite, mais il y en a au moins une que je pourrais proposer, et ça ne résout pas que cette question du malentendu concernant la qualification. C'est comment j'accompagne, comment j'accueille, déjà, et comment j'accompagne toute personne qui rentre dans mon entreprise. Et cette question-là, il me semble cruciale, à tel point que je ne suis pas du tout certain, partagé par des chefs d'entreprise, que ce soit finalement une question qui se pose. Je recrute, rentre dans l'entreprise, je lui donne un téléphone portable, un ordinateur, et puis je lui confie son supérieur hiérarchique, et ma foi, il vit sa vie. On peut peut-être faire un petit peu mieux. Par exemple. Dites-nous, si la problématique, il nous faut la solution. Ouais. Alors, voilà, aucune prétention d'avoir une seule solution sur cette problématique-là, mais c'est la question du tutorat. C'est la question du tutorat. Il y a un capital humain, un savoir-faire détenu par des salariés historiques de l'entreprise. En fin de carrière ou pas nécessairement, en tout cas, il y a un capital. Lorsqu'il y a des nouveaux entrants avec des envies assez différentes des personnes qu'il va rencontrer dans l'entreprise, une façon de vivre l'entreprise assez différente, comment je vais pouvoir à la fois fidéliser et donner envie à la personne que je viens de recruter de rester dans mon entreprise et de s'y épanouir, et comment je fais pour que le capital humain, le savoir-faire et également le savoir-être, on parlera, je pense, tout à l'heure de soft skills, c'est une des conséquences de tout ça. Comment je fais pour les mettre en relation et faire en sorte que la personne qui accueille valorise ce capital-là et auprès de personnes qui arrivent et que je veux voir vivre dans l'entreprise de façon pérenne. Et donc il y a beaucoup d'outils de professionnalisation des personnes dans l'entreprise qualifiés de tuteurs, qui vont donc accompagner, former, transmettre auprès de toute personne. D'ailleurs, on parle de jeunes, mais ça peut être une personne un peu moins jeune qui arrive pour un premier emploi dans l'entreprise. Hein, ça marche exactement de la même façon. Donc ça pose la question de la solution, plutôt de la professionnalisation des personnes qui vont pouvoir transmettre ce capital professionnel-là aux nouveaux arrivants. Vous voulez réagir? Allez-y. Alors, il n'y a qu'un seul micro, je suis désolé. Voilà. Je comprends pleinement ce lien entre le professionnalisme et les jeunes. Je suis moi-même en parallèle ingénieur en aéronautique et je gère une quinzaine d'ingénieurs un petit peu partout dans le monde. Et ce parallèle, en fait, me plaît beaucoup parce que justement, j'ai ce pied dans l'entreprise et je vois quels sont les besoins. Et je suis aussi avec les jeunes pour les préparer pour demain. Donc, je vous suis complètement. Ah, vous avez donné la parole à M. Blancheton. Voilà.
Merci. Peut-être pour démarrer, réagir à ce qui était dit. Je ne sais pas si vous n'êtes pas ministre de l'Éducation nationale, hein, je vous prétendais pas à ça, je ne crois pas, mais en tout cas, sur la problématique des diplômés qui sont de plus en plus diplômés, des masters conformes à l'appel, alors que derrière, visiblement, on n'est pas en capacité d'intégrer tous ces diplômés. Une petite réaction, c'est vrai qu'il me revient sans doute de remettre l'église au centre du village. La mission du système éducatif, c'est quand même de former, de développer un certain nombre de compétences chez les jeunes et que lorsqu'ils arrivent en entreprise, ils soient opérationnels. On a une mission d'insertion professionnelle, à ne pas oublier. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on appelle les hard skills, donc nous, développer des compétences, et moi je ne peux pas imaginer effectivement sortir un jeune diplômé de Master 2 en banque qui ne soit pas capable effectivement de calculer des taux d'intérêt ou des probabilités, quelqu'un qui ne soit pas capable de programmer un minimum en Python, donc des choses un peu dures pour être opérationnel dans l'entreprise. Après on a dit d'autres choses, effectivement, aujourd'hui on attend des capacités d'adaptation, on attend de l'autonomie, donc ça va être effectivement les soft skills. Mais le système éducatif ne doit pas laisser à l'entreprise la charge ensuite effectivement de transmettre l'essentiel des compétences. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Alors ça fait votre voisin Allez-y. Oui, pardon. Je crois qu'effectivement, pendant tout le XXe siècle, on a attendu de l'éducation nationale des savoirs, des compétences techniques, d'ailleurs, pour qu'effectivement on soit prêt globalement pour l'industrie. On s'aperçoit quand même qu'au XXIe siècle, on doit attendre autre chose de l'éducation nationale. Et entre autres, ces compétences un peu plus humaines, un peu plus sociales. Et on parle de travail collaboratif, ça paraît évident maintenant pour tout le monde, mais les compétences qui sont la connaissance de soi, qui soient aussi un peu plus même tournées sur la pensée critique, qu'on peut enseigner maintenant depuis la maternelle, je pense que c'est ce que vous faites, développer l'esprit critique des jeunes, ça leur permet après peut-être de faire de meilleurs choix. Allez-y, c'est très bien, la discussion s'engage. Du coup, on en revient aussi à l'éducation, mais je pense que si les jeunes font de plus en plus d'études, c'est aussi parce qu'ils font des erreurs dans leur choix d'études. Il y a un tiers des jeunes qui regrettent leur orientation et qui se lancent après le bac dans des études un peu par défaut et qui, 1 an, 2 ans après, se disent en fait non, c'est pas ça, donc je recommence à zéro, je prends autre chose. Toujours avec cette quête de sens. Et donc, si on a des cours de connaissance de soi le plus tôt possible au lycée, et naturellement, on fera de meilleurs choix derrière et donc peut-être de moins longues études. Monsieur Blancheton. La nécessité pour le système classique qu'on incarne aussi bien au collège, lycée qu'à l'université, de développer aussi ce qu'on appelle donc ces soft skills, de les prendre en compte, ce qu'on ne faisait pas auparavant. On se concentrait effectivement sur un cœur de mission qui était les hard skills disciplinaires, les compétences disciplinaires dont j'ai parlé. On est en train de le faire. Les écoles avaient commencé, je crois il y a une dizaine d'années, l'université est en train de le faire. On a créé là, justement un laboratoire des soft skills sur le site de Pessac il y a quelques mois. Expliquez-nous comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'on se dit finalement, je vais peut-être jouer le pas de la gâter, mais est-ce que c'est le rôle de la fac d'apprendre à un étudiant, qui doit être organisé, qui doit savoir travailler avec des collègues, qui doit être créatif? Alors j'avais la même réaction que toi au départ, effectivement. J'avais la même en disant c'est pas notre mission. Mais finalement on s'aperçoit que les entreprises nous demandent ça. Les entreprises nous demandent ça. Alors on le faisait avant. Lorsqu'on envoyait un jeune à l'international, lorsqu'on développait les doubles diplômes, c'est là qu'on est censé normalement développer l'autonomie, la capacité d'adaptation. Donc le jeune doit se saisir de cet outil-là. Développer l'esprit critique, c'est vraiment l'identité de l'université aussi. On vous propose plusieurs théories, à vous de vous faire effectivement votre opinion. Mais on ne mettait peut-être pas suffisamment de mots, on n'avait pas suffisamment systématisé ça. Et je crois que maintenant, l'arrivée donc, de ce concept de soft skills permet de sensibiliser chacun à la nécessité de développer ça chez les jeunes. Alors je me suis un petit peu intéressé à ça, je trouvais que ça partait dans tous les sens. Donc j'ai regardé ça de plus près parce que intelligence émotionnelle, adaptation, autonomie, etc. C'est vrai que les soft skills, si on voulait les résumer, ici j'ai fait apparaître j'avais préparé un petit diaporama. Il y a un petit peu 3 dimensions. L'aspect communication, c'est-à-dire la qualité de mes interactions
avec les autres membres de mon équipe, de l'entreprise. Donc savoir travailler en équipe, la communication orale, mais aussi la communication écrite. Et là, je reviens vers ce que tu disais, Yann. En 2016, on a décidé de mettre en place le projet Voltaire, c'est-à-dire un outil de remédiation pour savoir écrire correctement le français. Donc oui, on a dit, mais c'est pas notre mission de faire ça. Et si, parce qu'effectivement, les responsables RH nous disent, quand je vois arriver une lettre de motivation avec des fautes d'orthographe, je la mets sur le côté. Donc si on veut que nos jeunes passent ce cut du RH, de la sélection, il faut les sensibiliser à ça. Donc du projet Voltaire, et on va sans doute monter en puissance. Donc voilà, communication, travailler en équipe, savoir négocier, quelle place dans le groupe, donc la qualité de mes interactions avec les autres personnes. Le deuxième aspect, c'est l'agilité. L'agilité, donc la créativité ici, donc développement, je crois que les uns et les autres ont fait ça, hein, d'ateliers de créativité, prise de décision en environnement complexe, voilà, gestion du stress, tous ces aspects-là. Et puis la troisième chose, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Alors ça, c'est difficile, je trouve, de travailler ces aspects-là, parce que quand on récupère les jeunes à 18 ans, nous, c'est plus vous, là, la confiance en soi, la persévérance, la résilience. C'est des choses sur lesquelles on a un petit peu de mal à travailler, parce qu'elles sont déjà bien inscrites chez les jeunes, mais on a senti effectivement ce besoin de l'entreprise de développer, nous aussi, les soft skills, et c'est ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'il y a un peu de batterie de temps en temps. Voilà. Guillaume Mathias, je vais poursuivre avec vous. On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure des notions d'apprentissage, des notions d'enseignement. Et justement, avec vous, je voulais plutôt focaliser sur l'apprentissage, spécialiste en neurosciences. Alors, est-ce qu'il y a une bonne façon de transmettre l'apprentissage ? Est-ce qu'il y a une bonne façon de la transmettre ? Oui, c'est celle qui correspond à l'apprenant. Et pour le coup, là, il y a plein de façons de le transmettre. Il y a juste un tout petit point juste avant, sur lequel j'aimerais bien rebondir, parce que j'entends deux choses en fait dans vos discours, et forcément j'ai une petite déformation, et j'ai souvent tendance à comparer et à aller chercher avec le biomimétisme. Comment la nature, elle, s'est organisée par rapport à tout ça. Et de ce que j'entends dans les approches de chacun, c'est que c'est une logique d'adaptation en fait. Les choses sont en mouvement, donc on a des entités en mouvement. Ça peut être des entités d'entreprise, ça peut être des personnes qui cherchent à apprendre, ça peut être des hommes et des femmes dans les entreprises qui attendent aussi des choses. Et il y a cette nécessité de mise en adaptation permanente. Et je pense qu'on a aujourd'hui une limite systémique. C'est-à-dire que notre société, depuis un siècle, s'est accélérée. Mais ce n'est pas un système qui est resté identique, qui s'est mis à tourner plus vite, comme un moteur qui tournerait à 1000 tours et puis qui s'accélère, qui tourne à 3000 ou 5000 tours, mais il reste structurellement le même. Non, notre société s'est accélérée par sa pluralité. Sa structure, son fonctionnement, ce qui nous donne envie, ce qui nous motive, la pluralité des choix, s'est développé en même temps que la liberté s'est mise en place. Plus je suis libre, plus je m'affranchis de la norme. Et on a une société qui s'est structurée sur la norme, qui s'est structurée sur des systèmes. Et lorsqu'on doit faire évoluer ces systèmes, eh bien on doit restructurer une norme parce que on a créé notre société de cette manière-là, à un temps où elle se développait lentement. Aujourd'hui, on le voit en 10, 20 ans, même 20 ans, ça me paraît énorme. Tout bouge, tout change. Les motivations ne sont pas les mêmes, les structures ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. Et on parle beaucoup du jeune, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il s'adapte à l'entreprise, mais qui est capable de me définir aujourd'hui ce que c'est qu'une entreprise ? On a une pluralité de formes énorme. Donc on essaye déjà de réfléchir aujourd'hui comment adapter des jeunes à une entreprise qui elle-même est en mouvement. Oui, mais avec une logique de normes, ça veut dire qu'il faudrait que je puisse définir l'entreprise, que je puisse définir de quoi ils ont besoin, que je puisse comprendre les jeunes, que je puisse définir des normes, que je puisse les mettre en place et que je me mette à transmettre. Pour que des jeunes, à travers cette norme, arrivent 10 ans plus tard dans les entreprises. Et donc pour moi, on arrive vraiment à une difficulté d'adaptation, pas tant dans le contenu, parce que le contenu, on le voit, on est capable de travailler sur le contenu, mais sur la façon dont on l'intègre dans un process. Et pour moi, c'est la rigidité de ce process qui est compliquée. Après, promis, je reviens sur la transmission.
Pleinement, quand vous parlez d'adaptation, c'est ce qu'on essaye de leur proposer, de travailler par projet. Et le challenge, c'est que ce sont les adolescents, surtout pour parler des adolescents, collège et lycée, qui vont choisir leur projet. Par exemple, là, ils ont vu qu'il y a un figuier, mais il n'y a aucun fruit, il n'y a pas de figue. Donc ils se sont dit, là, il va falloir qu'on étudie et qu'on fasse un verger. Et comment on va faire pour avoir des figues? Et puisqu'on a besoin de se nourrir. Et puis là, ça pousse pas bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en permaculture pour faire progresser? Donc en fait, ils s'adaptent à leur environnement et ils créent leurs besoins. Ils voient quels sont les besoins et ils travaillent avec le groupe. Parce que faire des projets en groupe, tout le monde ne va pas dans la même direction. Donc en fait, je pense que travailler par projet, ça leur apprend à s'adapter pour un monde qui sera différent, comme vous le disiez, demain. Et ça les prépare vraiment pour demain. Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez. Le trait d'union, quand même, entre le système et l'entreprise, aujourd'hui, c'est le système de l'alternance. Donc cette alternance qui est en train véritablement d'exploser. Donc l'alternance, c'est une modalité pédagogique qu'on connaît tous, donc 2 semaines à l'école ou à l'université, et puis un temps ensuite en entreprise. Ça peut durer, on peut commencer une première année d'enseignement supérieur en alternance, en apprentissage ou en contrat pro, donc il y a 2 types de contrats, et puis faire toute sa scolarité comme ça. Aller jusqu'à une licence professionnelle, ou aller même jusqu'à un master. Et là, quand même, on arrive à créer ce trait d'union entre les attentes des entreprises et puis ce qu'on peut apporter, nous, au sein des institutions. D'adaptation. Et on va essayer de mettre des choses en place pour essayer d'adapter ce que vous disiez effectivement. Pour moi, c'est ça qui est fondamental, c'est surtout apprendre à un individu à être capable de s'adapter à son environnement, dans un environnement changeant, en permanence. Et c'est ce que j'entends aussi effectivement avec ce que vous dites, cet aller-retour grâce aux alternants permet de pouvoir adapter, évoluer, comprendre, être sur le terrain et effectivement être au cœur d'un environnement. C'est difficile d'essayer d'apprendre un environnement quand on le regarde de l'extérieur. Et effectivement, cette logique d'alternance est intéressante. Mais j'en reviens à, et d'ailleurs c'est un petit peu aussi ce que je trouve fantastique dans votre système, c'est qu'il n'y a pas une norme stricte, sèche, qu'on aurait essayé d'étudier, rationaliser, protocoler en amont. On va juste apprendre à créer un espace de liberté dans lequel on apprend à s'adapter. Et pour le coup, je trouve ça très très intéressant également. Pour répondre à ta question, je la refais pour toi. Donc les modes de transmission, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a une bonne façon de transmettre? Des modes de transmission, il y en a plein. On ne fonctionne pas de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on a des systèmes perceptifs qui sont différents. On n'a pas les mêmes sensibilités entre individus. Et au-delà même d'une façon de transmettre, encore une fois de plus, un système. Ce qui est plus important que le système en lui-même, c'est la motivation. Vous pouvez avoir le meilleur outil du monde. Vous pouvez avoir les meilleures raisons du monde. Si vous n'avez pas la motivation à mettre en œuvre, ça ne marche pas. Juste comme ça, un petit sondage à main levée, pour bien que ce soit clair. Qui considère ici que le sport est important pour la santé? À main levée? Ok, c'est très rationnel, on est d'accord. Maintenant, à main levée, qui considère faire suffisamment de sport tous les jours? Ah, on a un gap. Il y en a un qui triche, je le sais. Et donc, vous voyez bien qu'on a beau avoir les meilleures raisons du monde, on peut avoir les meilleurs systèmes du monde, si on n'a pas la bonne mécanique, la bonne façon, c'est de savoir développer la motivation à faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. On le retrouve, de toute façon, d'un point de vue structurel au niveau du cerveau, dans ce qui va nous mettre en mouvement, dans ce qui va créer ensuite les processus de mémorisation. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une corrélation directe entre les neurotransmetteurs qui vont déclencher la motivation et ce qui va consolider ce que l'on a appris. Donc pour moi, ça, c'est essentiel. Mais il y a un autre enjeu énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de transmission. Mais qu'est-ce qui reste une fois que la chose a été transmise? Et pour moi, il y a un autre enjeu qui est fondamental et qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir mettre en œuvre, c'est comment on fait pour résoudre ce qu'on appelle la courbe d'Eddington-Boss. La courbe d'Eddington-Boss, on la connaît depuis 1885. C'est une courbe, grosso modo, pour la faire schématiquement, lorsqu'on vous teste sur ce que vous avez mémorisé à la fin d'une journée, vous êtes à peu près capable d'en remobiliser 80%. Si on attend 1 heure, 85%. C'est le temps que l'hippocampe finisse son boulot. Si on attend 24 heures, on retombe à 80%. À 7 jours, on est à 25% à peu près en moyenne. Ça dépend ce qu'on a transmis, mais c'est à peu près 25%. À 1 mois, on tombe aux environs de 10%, et à 45 jours, 7 à 8%. Et c'est les 7 à 8% qui vont s'inscrire dans les mémoires long terme.
Donc c'est ce qui va en rester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à peu près, si on le fait à la louche, il y a 90% de l'investissement qu'on a fait dans soit la transmission, soit l'énergie d'acquisition de ces connaissances qui s'évapore. Et pour vous donner une idée, à peu près le budget de transmission en France, chaque année, ça dépend ce qu'on met dedans, mais se situe à peu près à 15 milliards. Vous imaginez faire un investissement de 15 milliards où vous savez d'ores et déjà que 90% s'évapore? Eh bien aujourd'hui, cette courbe d'Eddington, la mécanique de l'oubli, les neurosciences, les sciences cognitives ont fait des progrès énormes. Et cette mécanique à la fois de mémorisation, mais aussi parce que l'oubli est important. Hein. Par exemple, je ne sais plus où j'étais ce matin quand j'ai lacé mes chaussures. Et ça m'arrange parce que je m'en fous. Donc heureusement, mon cerveau oublie des choses. Par contre, quand on m'a appris Thalès, j'aurais bien aimé qu'on m'explique comment fonctionne l'oubli pour que je puisse court-circuiter ça. Et aujourd'hui, on est capable de le faire. Et ça fait partie des projets sur lesquels je travaille. Juste pour Pythagore, alors c'était pas Thalès, là, mais en fait les adolescents ont voulu faire un tipi pour pouvoir, donc c'était toute une ambiance indienne, et ils ont fabriqué des tipis, ils ont voulu tous dormir dedans, donc ils avaient des matelas, et il a fallu calculer pour que tout le monde puisse dormir dedans. Donc ils ont utilisé Pythagore et ils se sont dit on n'a pas le choix que d'apprendre et de connaître, de comprendre à quoi sert Pythagore pour qu'on puisse tous dormir dedans, et ils ont tous dormi dans leur tipi, et ils connaissent Pythagore. Bravo. On va donner le micro à Geoffrey. Alors, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises sur les différents témoignages. Est-ce que vous, visiblement, vous reconnaissez dans ce qui a été témoigné depuis tout à l'heure? Complètement. Déjà, je vais beaucoup rejoindre Victoria sur le parcours parce qu'on a un parcours un peu similaire. Je vais un peu raconter ma vie, du coup, ça va être rigolo. À la sortie du lycée, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. J'ai fait un bac S, mais ce que je savais, c'est que les sciences ne me plaisaient pas. Donc, un petit peu par défaut, je me suis retrouvé en droit et sciences politiques à la fac. Donc, c'était très bien, mais bon, après 3 ans à la fac, c'était pas très bien non plus. Donc j'ai bifurqué cette fois-ci en école de commerce, encore un peu un choix par défaut parce que c'était quelque chose qui allait ouvrir pas mal de portes. C'était un parcours très international, ce qui était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc j'ai terminé mon 2e diplôme, donc après une licence en droit, un bachelor en école de commerce. Et donc j'ai pas mal voyagé, c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant dans ce parcours-là. Après ça, je me suis dit, bon, bah, t'as 2 diplômes, c'est cool, tu vas pouvoir trouver du travail. Je me suis retrouvé sur le marché du travail. Un moment passé, enfin sur le marché de la recherche d'emploi, pardon. Un moment passé, 2 moments passés, ça n'arrivait pas. Donc j'étais obligé de trouver un petit poste chez Carrefour pour payer ma vie tout simplement. Et donc après 2 diplômes, se retrouver chez Carrefour, c'était quelque chose qui était pas forcément très facile à vivre. Donc j'ai essayé de trouver d'autres solutions et là je me suis trouvé avec Open Classroom, qui est une école qui fait de la formation en ligne, et qui m'a présenté ce qu'était l'alternance. Et ça a été un moyen pour moi donc, de retrouver à la fois un travail, de trouver une stabilité financière, mais aussi de continuer mon parcours, de terminer mon bachelor et passer sur un master, et donc de spécialiser. Aujourd'hui, je me retrouve donc dans une entreprise, je continue d'apprendre. Le rythme, c'est pas exactement 2 semaines, 3 semaines. Moi, j'ai 2 jours de cours par semaine, 3 jours en entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'arrive vraiment à calquer tout ce qui est compétences que j'apprends en cours avec ce que je fais en entreprise aujourd'hui. Enfin, chez Open Classroom, ça marche beaucoup en projet. Et il se trouve que la plupart de mes projets correspondent avec ce que je fais en entreprise. Donc vraiment, j'applique dans l'entreprise ce que je fais à l'école. Et ça, c'est vachement intéressant. Bon, oui. Vous avez connu du coup 3 systèmes. Exactement. L'université, forcément publique, l'école privée et le MOOC, l'école en ligne. Ouais. Qu'est-ce que vous avez tiré de positif ou de négatif à chaque fois? L'université, ce qui était intéressant, c'était déjà la qualité de l'enseignement. Honnêtement, c'est vraiment très intéressant. On a vraiment des professeurs-chercheurs qui sont hyper intéressants, hyper qualifiés dans ce qu'ils nous racontent. Moi, ce qui m'a manqué, c'était l'absence d'accompagnement, c'était l'absence de lien un petit peu social. Je me suis senti un petit peu seul à l'université, j'avançais dans mon parcours et je savais pas trop où j'allais. Ensuite, l'école de commerce, c'est justement un peu l'opposé de l'université du coup. Les enseignements sont aussi très intéressants, mais c'est beaucoup moins théorique, c'est beaucoup plus axé sur des projets. J'ai fait de la relation interculturelle, donc quelque chose qui n'est pas forcément applicable tous les jours dans n'importe quel métier, mais qui au demeurant était très très intéressant. Et il y avait surtout un cadre et on bossait beaucoup plus en mode projet. Et Open Classroom, donc c'est des MOOC. Et là, c'est un peu un mélange des deux, parce que ça fonctionne énormément en projet. Enfin, mon parcours, c'est pas des chapitres, c'est vraiment des projets que je réalise, c'est vraiment des réalisations à faire. Et par contre, on est en toute autonomie. C'est de la MOOC, donc forcément, on n'a pas forcément de classe, on n'a pas forcément de camarades. Moi, j'ai juste un mentor qui, toutes les semaines, va venir me parler et va venir échanger sur mon avancement sur mon projet en cours. Mais donc, on n'a pas forcément ce cadre-là. Les 3 ont des avantages, les 3 ont des inconvénients. Je pense que ça dépend des personnes aussi. Il y a des personnes qui vont être naturellement plus autonomes.
Peut-être parce que c'est dans leur éducation, ils n'ont pas forcément développé ces capacités d'autonomie, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur vie, qu'ils n'ont pas eu forcément besoin de le faire dans leur parcours, quoi. Et d'autres personnes qui, au contraire, vont être super organisées, enfin, voilà, avoir plein de compétences de soft skills dès le début. Et donc, du coup, je rejoins un petit peu aujourd'hui ce qu'on fait avec MySkills. Ça va être tout ce qui va être développement de soft skills, parce que ça se développe dès qu'on est petit, dès qu'on est au travers toute notre jeunesse. Mais c'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas un apprentissage qui, à partir de l'adolescence, si on les a pas, ça n'arrivera jamais. Il y a des moyens de les développer, et tout ça, ça passe par deux choses. Donc déjà la motivation, ce qui est franchement inévitable. Et puis ensuite, il va y avoir tout le système d'apprentissage. Il va falloir de la régularité pour essayer de combler cette courbe de l'ennui. Ce qu'on fait avec MySkills, c'est qu'on travaille en micro-learning. Je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai vu quelques visages un petit peu perturbés. Le micro-learning, en gros, le concept, c'est d'avoir des formats très très courts qui vont être répétés assez souvent pour justement garantir l'ancrage des compétences. Pour votre témoignage, merci. On va finir par François Begard. Alors, je voulais vous interroger en dernier parce que finalement, on a échangé avant par téléphone. Tout ce qu'on s'est dit là, je crois qu'on peut dire que vous le partagez au niveau du constat, et venir avec vous à l'étape d'après. Parce que finalement, au-delà du constat, vous dites, bon, il faut en tirer les conséquences et il faut imaginer comment est-ce qu'on peut dire, le système éducatif de demain ou le campus du futur. Vous allez nous définir ça. Et il y a une idée en tête que vous êtes en train de développer. Alors, dans un premier temps, il faut savoir d'où on vient. Donc, d'où on vient, c'est ce qu'on vit déjà. Je rejoins la demoiselle. Initialement, il y avait une phrase qui me venait tout de suite en tête. C'est une phrase qu'on véhicule tous les jours, c'est « l'échec est un diplôme ». L'échec est un diplôme, il faut se tromper pour réussir, y compris dans le cadre scolaire. Ma problématique, c'est que je dirige une boîte donc, privée sous contrat d'association, donc moi, les programmes, les professeurs, etc. sont les mêmes que dans le public. Et donc, je dois faire avec. Alors qu'on a pris un axe assez original, mais finalement très très banal, qui était au départ l'accueil de la différence. L'accueil de la différence, nous, on l'a choisi sous la forme des troubles cognitifs. Ça nous a amené très très tôt à réfléchir évidemment en neurosciences, processus d'apprentissage, comment on apprend correctement, et ça nous a amené à construire un modèle éducatif dans le cadre de l'éducation nationale, mais avec ma liberté pédagogique du privé. Donc un modèle éducatif qui effectivement détonne un peu. On a annualisé le temps scolaire, on a 2 cours d'1h30 le matin, 2 cours d'1h30 l'après-midi, et on change un peu les temps dans l'année. Et c'est bien. Et c'est bien, ça veut dire 4 professeurs seulement par jour, 4 devoirs, etc. Ça nous a amené également, donc quand je parle des processus d'apprentissage, à revisiter l'évaluation, évidemment. On a osé sortir de la note barémée. Vous savez, donc elle est terriblement interprétative. Et il y a à peu près 10 critères, je ne vais pas les citer là, pour un professeur de fluctuation au niveau de cette note-là. Donc on est évidemment passé donc aux compétences, c'est ce que l'entreprise demande, c'est ce que le supérieur demande. On est passé donc aux toutes compétences, c'est-à-dire qu'on évalue tous en compétences et c'est le cumul des compétences d'une évaluation qui fait la note. C'est pas le barème. C'est pas donc il n'y a pas de 19,5. Il n'y a pas de 9,5 non plus. Tu sais faire ou tu sais pas faire sur 4 niveaux de compétences. On sait faire. Et tout ça, ça reste quand même dans le giron éducation nationale. Donc on a cette liberté-là qui nous permet d'aller un peu plus loin, de massacrer les conseils de classe. Vous savez, ces réunions-là, on a tous connu tôt ou tard, parents ou élèves, où on se retrouve 1h30 à déblatérer sur une classe de 30 élèves. On doit trouver une appréciation générale qu'un pauvre professeur principal a préparé en X heures, lui, et qui va se faire massacrer également par ses collègues. Non, j'exagère le trait, évidemment, mais vous comprenez que c'est quand même, ça fait du mal au cerveau, ces réunions-là. Et on les a remplacées par des entretiens conseils, mais depuis 3-4 ans. Et ces entretiens conseils, on amène l'élément contradictoire dans une appréciation générale, c'est-à-dire on écoute la parole de l'élève. Toi, tu l'as vécu comment cette période? Et cette période-là, on va la restituer dans l'appréciation générale. Donc tout ceci pour dire qu'effectivement, la vision actuelle n'est pas mauvaise. On a une liberté, et ça, dans le public comme dans le privé, on peut la prendre ou pas, on peut amener nos équipes ou pas, mais cette liberté, elle est déjà là. Par contre, si on veut penser à demain, effectivement, on ne peut plus faire l'économie des processus d'apprentissage. Vous parliez de transmission, il y a un maître mot qui s'appelle réactivation, et on fait infléchir la courbe. La réactivation, on a dans chacune des classes un cahier de réactivation. Les élèves, le professeur à la fin du cours va écrire une question qui lui semble importante sur le savoir qui a été dispensé pendant ce cours. Et cette question, évidemment, il va mettre à côté la réponse. Et 5 fois dans l'année, parce que ce cahier il va partir avec la classe,
un autre professeur d'une autre matière va la réactiver. Et toutes les études montrent, là c'est les études neuro, toutes les études montrent qu'une notion apprise en début d'année, par ce processus-là, est bien plus mémorisée que des notions vues en mars-avril dans d'autres processus plus classiques. Donc il y a déjà les connaissances. Les neurosciences ne sont pas juste une philosophie actuelle qu'il faudrait suivre. On comprend comment ça fonctionne maintenant. Et à l'échelle donc du futur, on ne peut plus faire l'économie. Et donc l'idée pour nous, c'était de bâtir un campus qui va de la maternelle à la terminale, un campus, donc école, collège, lycée, qui soit directement axé là-dessus. Mais là, pour mettre ceci en place, on est obligé de partir sur du hors contrat. C'est trop compliqué dans le recrutement des enseignants, c'est trop compliqué dans les attentes des programmes. Donc, partir sur du hors contrat, ça nous laisse une énorme liberté. Mais ce campus-là, on ne le veut pas non plus sélectif, financièrement sélectif. Donc il faut imaginer tout un modèle économique, je pense que ça va vous parler à vous, mais tout un modèle économique qui permette de fluidifier des flux financiers vers le scolaire pour que l'on puisse avoir une proposition honnête à faire aux familles. Et cette proposition, son cœur se trouve sur deux mots, la formation, l'intergénérationnel. Parce que sur ce campus-là, on veut de l'intergénérationnel. On veut des personnes âgées qui ont encore besoin d'apprendre et de transmettre. Et il y a tout un pont de formation à imaginer là-dessus. Donc on a un centre de formation au cœur de ce campus, on a une résidence pour personnes âgées, pas un EHPAD. EHPAD, je ne sais pas faire. Mais je pense que je peux intéresser beaucoup de personnes qui, effectivement, ont cessé leur vie active, mais ont encore cette envie et d'apprendre et de transmettre. Et on peut les diriger là-dessus. On a également sur ce campus une offre de restauration, parce que vous en avez parlé, vous allez en parler, je crois, cet après-midi, ce que l'on mange est important. Donc effectivement, on a aussi, sur cette partie-là, on a 2 hectares de maraîchage qui vont alimenter tout ça. C'est une vision vraiment systémique. C'est une vision vraiment systémique que l'on propose. Ce projet, où est-ce qu'il pourrait voir le jour et à quelle échéance? Alors, on est sur un projet qu'on appelle Scolagora 2024. Achat du terrain en premier. Là, on a besoin de minimum 6 hectares. Donc ça ne se trouve pas partout. Vous les cherchez où? Alors, on les cherche sur la rive droite. On a eu des propositions aussi sur la rive gauche. Donc voilà, on est en train de chercher, c'est entre 6 et 8 hectares avec le maraîchage, mais on est en train de rêver, et même si ça n'aboutit pas, on aura rêvé grand. Et donc on aura fait bouger les équipes, on aura essayé de changer ces paradigmes scolaires qui sont quand même, vous me l'accorderez, assez figés, mais qui, pour l'instant, de toute façon, ne fonctionnent pas. On en a parlé un petit peu, mais on ose à peine le dire, mais le supérieur, c'est 50% d'échecs. J'ai des enfants de cet âge-là, c'est 50% d'échecs. On ne peut pas être une nation qui reste avec ce 50% d'échecs. Alors, ils rebondissent, et Dieu merci, l'alternance est une très très bonne vision là-dessus. Ils peuvent rebondir, mais on ne peut pas supporter ça. Et ce qu'il faut changer, vous l'avez tous dit, c'est avant. La confiance en soi, le bien-être, l'envie, ne serait-ce que l'envie de travailler, c'est avant qu'il faut le changer. Donc on est sur 2024, qui me paraît raisonnable pour mettre tout ceci en place, mais avec une échelle quand même crédible. Expliquez-nous qui est le on, qui porte ce projet? Alors le on, il y a Fabien avec moi, on est quelques-uns pour l'instant, on est 6, on est en train de passer à 10, ce sont des entrepreneurs, il y a finalement peu de personnes de l'éducation, je crois qu'ils me laissent la place, grand fou, mais on s'entoure de compétences qu'on n'a pas les uns les autres, et on est vraiment dans cette collaboration de projets. On a des mairies, des communautés de communes qui sont prêtes à bondir là-dessus, parce que l'offre culturelle que ça va générer, on le dit à côté, mais elle est aussi importante. Donc cette vision-là, je ne sais pas si on aura le temps de montrer quelques images, mais cette vision-là, elle est chouette parce qu'effectivement, elle réunit. Le but, c'est que ce campus-là, il soit ouvert le soir aux associations. On est sur une intercommunalité, donc le but, c'est ça, c'est que ça vive. Au Québec, ils n'ont aucun problème pour réouvrir les écoles après 20h. Ils appellent ça les cours aux adultes. Et c'est facile. C'est facile, ça fonctionne. Il n'y a pas de lieu sacré. Il y a des lieux de formation qui peuvent être ouverts beaucoup plus facilement qu'en France. Tous. Ah, le micro est sur le point de rendre l'âme. Allez, dernier exercice qui n'est pas facile, mais c'est pour essayer de faire une espèce de conclusion, voire de synthèse. Si vous aviez une mesure, selon vous, pour améliorer l'éducation, l'apprentissage, on en a évoqué plein, mais quelle est pour vous la mesure phare pour que les choses aillent dans le bon sens? Désolé, ça tombe sur toi. Non, pour moi, en un mot, développer, travailler absolument la capacité d'adaptation. Fondamentalement.
presque voler l'idée, je change un tout petit peu. Pour permettre justement cette capacité d'adaptation, s'il y a des chefs d'entreprise, juste des salariés dans l'assemblée, faites le premier pas vers le système éducatif pour créer le trait d'union entre le système éducatif et le monde de l'entreprise qui n'ont pas la même capacité à évoluer au même rythme. Faites le premier pas si jamais c'est pas fait dans l'autre sens. Ça serait mettre des cours de développement personnel dès la 4e. Parce que se connaître soi, c'est avoir confiance en soi, c'est faire de meilleurs choix et donc parallèlement mieux s'insérer. Je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire et surtout je dirais mettre vraiment un focus sur tout ce qui est orientation, un focus plus poussé dès le collège, dès le début pour qu'on sache où on va et qu'on ne soit pas un peu perdu en sortant du système scolaire en se disant bah, j'ai fait plein de choses, j'ai appris plein de trucs mais je ne sais pas du tout à quoi ça me servir, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc vraiment essayer de comprendre avec les enfants dès le plus jeune âge qu'est-ce qui peut leur plaire et vers quoi les orienter. Voilà. Moi je crois qu'il y a un instrument très pragmatique aujourd'hui, c'est continuer à accroître le nombre des apprentis. On voit que ça... Et des alternants, parce que derrière il y a les contrats pro, à peu près 150 000. Donc ça veut dire mettre des moyens aussi. Et on a vu que ça marchait lorsque le gouvernement décide d'aider au financement de ces contrats, ça fonctionne. Donc je pense qu'à très court terme, c'est ça qu'on peut faire pour monter en efficacité. Développer l'esprit critique dès le début. C'est pas seulement primaire, collège, il faut aller en bas. Développer l'esprit critique et la connaissance de soi. Si je me connais, je pourrais m'adapter. Et susciter la motivation en redonnant du sens aux apprentissages. Mais merci à tous. Je pense qu'on peut les applaudir, les remercier. On aura appris plein de choses grâce à vous, donc je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a aussi capté une bonne idée, Olivier, pour l'année prochaine. Il faut qu'on se mette au sport, je crois que c'est clair. C'est assez urgent.